Pourquoi il n'y a jamais de femmes qui commentent les matchs de football ? Je suis contre pourquoi ? Parce qu'une femme, elle ne pourra jamais avoir un timbre de voix ou après je sais qu'on va me traiter de misogyne, de sexiste et tout ça parce que je dis ça et brutalement c'est la vérité, ça serait vrai, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que c'est le timbre de voix. Pour moi c'est le timbre de voix qui ne fonctionnerait pas. Là, on vient d'entendre le journaliste Denis Balbir qui nous explique pourquoi les femmes auraient un timbre de voix trop aigu qui ne permettrait pas de commenter le foot. Bon, alors d'un côté, on se dit qu'il exagère, qu'une femme peut parler de n'importe quoi. Mais de l'autre, on se demande si c'est vrai. Est-ce que les femmes ont vraiment des voix plus aiguës que les hommes ? La voix, c'est d'abord quelque chose d'anatomique, qui dépend de notre appareil phonatoire, qui lui-même dépend de nos caractéristiques physiologiques, par exemple notre taille. Du coup, on a l'impression que la voix, c'est physique. On ne la choisit pas, on peut la trouver agréable, désagréable, grave, aiguë, mais c'est comme ça, c'est notre voix. Alors qu'en réalité, notre voix change tout au long de notre vie, et pas seulement parce que nous vieillissons, mais parce que nous la travaillons, nous l'adaptons, consciemment ou pas, à des codes, à des normes. Saviez-vous par exemple que les filles, elles aussi, muent à la puberté, mais qu'on ne les encourage pas à en prendre conscience ? Saviez-vous que des études ont prouvé que les personnes bilingues n'ont pas la même voix selon la langue qu'elles parlent ? En changeant de langue, elles vont s'adapter à de nouveaux codes et elles vont donc changer de voix. Dans cet épisode, on va alors essayer de distinguer ensemble ce qui relève dans la voix du physiologique, de l'anatomique et ce qui relève des codes culturels et sociaux. Pour aborder ces sujets, j'ai invité Maria Candéa, ma partenaire de travail à Parler comme jamais, et sociolinguiste à l'Université de Paris 3, et François Aulac, qui est un collègue podcasteur qui se décrit comme passionné de linguistique, de race, de pop culture. Ça tombe bien vu qu'on va aborder ces 3 sujets dans cette émission, et qui a consacré, avec ses partenaires du podcast Le Chip sur Binge Audio, un épisode sur cette question de la voix dans l'épisode Retour à Bel-Air. Je leur ai demandé de décrire leur voix, s'ils et elles aimaient leur voix, si on leur avait déjà fait des remarques sur leur voix. Moi, ma voix est plutôt perçue de manière assez positive parce qu'elle est vue comme grave, comme suave, une voix sexy, une voix douce. Donc, ouais, voilà, c'est quelque chose de plutôt positif et généralement, c'est vu en tout cas par les gens qui m'entourent comme une forme d'atout. Quand j'étais en école de journalisme, notamment dans les sessions radio, on me disait bon, alors la hiérarchisation de l'info, elle est pas encore exactement optimale. Par contre, super voix, vraiment. J'ai un examinateur qui m'a dit que j'aurais fait la Starac et non pas le LJ Lille. Donc voilà, j'ai une pote aussi qui écoute mon podcast et qui m'a dit un jour ta voix est une couette et j'ai trouvé ça très mignon. Donc voilà, en règle générale, ma voix est perçue de manière plutôt positive. Et toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis d'accord avec tout ça. J'aime bien ma voix parce que c'est le reflet des voix que moi-même j'ai tendance à valoriser pour des raisons légitimes ou pas. Ça, c'est une question beaucoup plus large. Parfois, elle m'agace un peu parce que je trouve que je descends trop et ça tend vers le croassement. Je fais ouais. Comme ça. Je confirme. Tu vois, et il faut que je travaille là-dessus. Pour vraiment avoir une voix optimale. Comme quoi, ça montre qu'on travaille nos voix. Et toi, Maria, comment tu décrirais ta voix ? Est-ce que t'aimes ta voix ? C'est intéressant la réponse de François, je rebondis là-dessus parce que ça montre bien qu'on construit sa voix en réaction avec les autres et en fait on aime bien sa voix si les autres nous disent qu'elle est bien, donc tout ça est totalement subjectif et finalement on apprend aux hommes à craquer leur voix, donc voilà, si je parle comme ça on va me dire que je fais des efforts et que peut-être je vais attraper des nodules et voilà, c'est pas du tout valorisé. Des nodules ? Des nodules, oui, on a pensé que si les femmes parlaient en voix craquée comme les hommes, elles attraperaient des nodules, donc en fait, il y a une composante très... Ouais, c'est ça. Et moi, au contraire, on m'a d'abord dit que j'avais une voix trop aiguë et j'ai eu des remarques plutôt négatives sur ma voix et j'ai appris à l'aimer. Donc, c'était pas venu comme ça parce que et c'est quelque chose aussi qui arrive souvent aux filles, en fait. Mais oui, mais moi, j'ai été très complexée. Voilà. Donc, j'ai appris à l'aimer. Moi, j'étais très complexée par ma voix aussi en mode trop aiguë, trop gamine, trop... Ouais, après, ça va être en plus associé aussi à des mots comme hystérique, ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand j'écoutais le podcast, je me disais ça va ma voix, et puis j'étais hyper déçue quand j'ai su qu'au fait elle était aussi trafiquée et que justement... Tu utilises de l'autotune comme les rappeurs ? Non, c'est eux qui le font. Oh mon Dieu, binge. Quand Quentin m'a expliqué qu'ils essayaient de choisir les vibrations les plus agréables, n'est-ce pas ? Donc en fait, c'est pas ma vraie voix ce qu'on entend là. Voilà. C'est risqué de partir dans les aigus de toute façon sur les médias. Ouais, c'est aussi quelque chose qui obéit à des mouvements de mode.
et qui décrédibilise quand on part dans les aigus. Et il y a ce truc aussi du fait que la voix qu'on entend, quand on entend notre propre voix, surtout quand elle passe à travers des micros qui sont pas forcément de bonne qualité parfois, on est toujours déçu parce qu'on n'entend pas la même chose quand on dans nos têtes, vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que la voix ne revient pas de la même manière. En fait, quand on parle normalement, on entend la voix par différents, enfin, à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Et en fait, pour entendre la voix telle que les autres l'entendent, on apprend à faire un geste que je ne peux pas faire à la radio, mais en gros, se mettre comme des grosses oreilles pour dériver le bruit vers l'arrière et pour que la voix revienne par les oreilles seulement et pas depuis l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais on peut travailler sa voix, on peut travailler la perception de sa propre voix, on peut voir comment les autres, enfin entendre plutôt, comment les autres entendent sa voix, et on peut faire beaucoup de choses avec sa voix. Avant d'aller plus loin, revenons sur ce qu'est la voix. Ce n'est pas exactement la même chose que l'accent, qui relève de la prononciation des sons. La voix, c'est la production de ces sons. Au niveau anatomique, la voix, c'est une vibration harmonique créée par le passage de l'air produit avec des masses musculaires qu'on appelle les cordes vocales, qui peuvent se toucher sur une partie plus ou moins large. Ces cordes, on peut les soulever ou les baisser, et on peut sentir leur travail lorsqu'on les sent vibrer. Faites le test, si vous n'êtes pas en voiture et que vous avez les mains libres, profitez du fait que personne ne vous regarde, mettez votre doigt sur votre gorge et dites « ah » ou « rrr ». Vous allez sentir vibrer ces cordes vocales, ça veut dire qu'elles se touchent. Alors que si vous faites « s », eh ben voilà, vous ne les sentirez pas vibrer, elles vont s'écarter. La voix, c'est donc une façon de produire des sons avec notre appareil phonatoire, et on le fait en expirant. Parce que essayer de parler en inspirant, ça va être dur. Donc chacune et chacun, nous avons notre voix spécifique, puisque nous avons notre appareil phonatoire spécifique. Mais nos voix, comme les voix des autres, nous avons tendance à les classer, à les hiérarchiser. Un de nos premiers réflexes est de distinguer les voix d'hommes et de femmes. J'ai demandé à Maria ce qu'elle pensait de cette bipartition. Si on donne une définition tautologique, on dit que voilà, on prend le groupe des hommes, on divise l'humanité en deux, on dit qu'il n'y a que des hommes et des femmes, déjà un choix idéologique. Après on dit si c'est des hommes, ils ont des voix d'hommes, et si c'est des femmes, elles ont des voix de femmes. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui paraît aller de soi. En fait, après, si on fait des tests de perception, si on demande aux gens de deviner s'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui parle, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Dire que les hommes ont une voix grave et les femmes une voix aiguë, c'est réducteur, parce que c'est une moyenne, et qu'il y a toujours des voix qui ne correspondront pas à cette moyenne. Mais de fait, on vit dans une société où les voix de femmes et d'hommes sont différenciées. J'ai demandé à Maria d'où venait cette différence. Alors, les voix humaines sont différentes d'une personne à une autre. On n'arrive pas à faire des empreintes vocales comme on le fait pour les empreintes digitales, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très personnel dans la voix qui dépend de la taille, de la forme vraiment de nos organes phonatoires. Donc il y a quelque chose d'anatomique dans les voix. Et en fait, si souvent on peut deviner si c'est un homme ou une femme qui parle, c'est aussi parce qu'il y a des tendances, parce que, par exemple, pour les hommes, en moyenne, les cordes vocales, ou ce qu'on appelle aussi les plis vocaux, donc les muscles qui vibrent, sont en moyenne de taille plus grande, donc du coup le son produit est plus grave qu'en moyenne pour les femmes. Après, il y a aussi à la puberté, le larynx se modifie beaucoup plus chez les garçons que chez les filles, et donc c'est pareil, il y a plus de place pour la vibration, donc il y a des choses un peu vraiment purement mécaniques, c'est un peu comme un instrument de musique. Et de notre côté, il y a aussi le fait que la taille des individus, la taille des humains n'est pas très strictement genrée, c'est un continuum. Il y a le fait que on peut trouver en fait, concrètement, on peut trouver des femmes dont on perçoit la voix comme étant une voix masculine, et des hommes qui n'ont par exemple pas fait la mue, ça existe aussi, ou bien qui l'ont fait mais qui ont pris des habitudes articulatoires plus dans le registre léger qu'on appelle, ou aigu, et finalement on n'arrive plus à deviner, et on perd un peu ses repères, et si on complique encore plus les choses, des gens qui travaillent leur voix pour performer différentes identités, pour jouer avec tout ça, on est encore, ça perturbe encore plus la capacité à deviner. Donc voilà, en fait il y a les deux, il y a des habitudes culturelles, il y a un apprentissage, il y a la socialisation aussi qui intervient à l'adolescence. On apprend à parler comme une fille ou comme un garçon. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Comment est-ce qu'on apprend à parler comme une fille, comme un garçon ? On imite.
En fait, les ados adorent être comme les autres. C'est comme ça. Hein. Après, on aime bien être différent. Mais quand on est petit, on aime bien être comme les autres et on s'ajuste. Et c'est très mal vu de pas être comme les autres. En fait, c'est une source de souffrance. Et donc voilà, selon la culture, selon les modes, selon les époques, la culture va pousser les individus à différencier ce qui est féminin de ce qui est masculin, et donc va pousser les filles à en faire des efforts pour garder une voix d'enfant quelque part, et pousser les garçons à exagérer, à baisser leur larynx et à craquer leur voix pour faire vraiment des petits mecs même quand ils ont 12 ans. Donc ça c'est culturel, ou bien à d'autres moments les cultures vont au contraire pousser les individus à plutôt ne pas distinguer les voix, plutôt se rapprocher. Enfin, c'est vraiment des choses qui se figent un peu à l'adolescence. Et voilà, on imite. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Pour résumer ce que dit Maria ou les études d'autres chercheurs comme Aaron Arnold, notre voix se modifie pour des raisons physiologiques, mais aussi pour des raisons sociales. En grandissant, notre corps change et des phénomènes comme la production de testostérone va provoquer une augmentation de la masse des plis vocaux. Mais nous apprenons aussi à imiter ce que nous avons identifié comme la bonne voix qui correspondrait à notre genre. Plusieurs chercheuses et chercheurs, je mettrai toutes les références dans les liens de l'émission, ont montré que dès l'enfance, alors même qu'il n'y a pas encore de différence entre l'appareil phonatoire des petites filles et des petits garçons, les enfants se mettent à parler différemment, à changer leur voix parce qu'ils et elles ont intégré les normes de genre. Comment ? Eh bien, par exemple, par le sourire. On sait que l'injonction du sourire est surtout réservée aux filles, mais c'est aussi une pratique qui modifie la voix parce qu'elle va raccourcir le conduit vocal. Si les petites filles et les petits garçons modifient leur voix, c'est parce que nous sommes environnés de voix stéréotypées, plutôt aiguës, douces et claires pour les femmes, et sombres et graves pour les hommes. Dans la publicité, ça devient même caricatural. On peut prendre l'exemple de Johnny Depp dans une pub pour parfum. Something I can't see. I can feel it. It's magic. Quand on a une image d'homme et encore plus d'homme viril, on s'attend à une voix qui correspond à cette représentation de la virilité. C'est ce qu'expliquait François à propos de David Beckham. En toute honnêteté, moi la première fois que j'ai entendu la voix de David Beckham, j'ai été déçu. Non, très, très, très sérieusement, je sais pas si vous voyez à peu près à quoi ressemble la voix de David Beckham. Il a une voix relativement fluette au perché, et c'est vrai que moi, ça, dans mon inconscient, ça tranchait avec l'image de sex symbole, homme à femme, tatoué, viril, beau gosse, qu'il est censé représenter. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit, ah mince, j'aurais préféré qu'il parle pas en fait. Dans notre culture européenne, on attend d'un homme une voix grave. En préparant cette émission avec Diane Jean, la productrice, nous avons vu sur YouTube qu'il y avait un nombre incalculable de vidéos tutos pour apprendre à avoir une voix plus grave, toujours plus grave. Un homme, ça doit avoir une voix grave, qu'il ne module pas trop, sinon il est soupçonné de ne pas être viril, et pire que tout, malheureusement, dans l'esprit de certains, d'être homosexuel. Quand vous avez cette voix grave, vous pouvez être valorisé. C'est ce qu'expliquait François. Et c'est ce qu'ont prouvé aussi Maria et le chercheur Aaron Arnold en menant des tests de perception pour voir comment le genre influence notre réception. Dans une étude, Maria et Aaron ont fait écouter le même extrait sonore avec des filtres acoustiques pour rendre la voix plus ou moins grave. Et cette étude a montré que plus la voix est grave, plus elle est jugée positivement. Il faut préciser que cet encadrement très strict des voix selon des stéréotypes de genre est spécifique à notre culture européenne. Le chercheur Aaron Arnold, que je cite décidément beaucoup dans cette émission, mais c'est vraiment le spécialiste de la question. Bref, le chercheur Aaron Arnold a montré que si en français les variations, c'est-à-dire le fait de partir dans des aigus par exemple, est stigmatisé chez les hommes, elles sont beaucoup plus acceptées dans les langues qu'on appelle tonales, ce qui concerne de nombreuses langues africaines et asiatiques. De même, en français et dans pas mal de langues européennes, on tient à différencier de manière binaire les voix d'hommes et les voix de femmes, alors que dans d'autres langues, par exemple dans certaines variétés de chinois, la variété Wu par exemple, la hauteur de voix n'est pas un facteur majeur dans l'expression des différences de genre. On retrouvera beaucoup plus de femmes ayant une voix relativement grave et d'hommes ayant une voix relativement aiguë. La différence entre les voix est bien moindre, ce qui prouve bien qu'il s'agit pas seulement d'anatomie, mais aussi de socialisation et de culture. C'est important de nous rappeler ça, car nos stéréotypes sur ce qu'est une voix d'homme ou de femme peut nous faire oublier qu'une voix d'homme, c'est aussi ça.
Mais ce qui influence notre perception des voix, ce n'est pas uniquement le genre. Beaucoup d'autres facteurs interviennent. Je disais au début de l'émission que ma voix est perçue comme positive en regard de mon identité de genre. Je pense aussi que ma voix est perçue de manière positive en regard de mon identité de race. Et c'est ça où il y a une sorte de double peine et où il y a une sorte d'intersectionnalité, de croisement des problématiques. C'est qu'on attend de moi que j'ai une voix grave, non seulement parce que je suis un homme, mais parce que je suis un homme noir. Parce que il y a également des attentes, des perceptions, et pour faire plus simple, des clichés racialistes, qui veulent que les hommes noirs soient généralement plus virils, et la virilité étant assimilée à une voix grave, on attend d'un homme noir, surtout un homme grand et baraqué comme moi, je plaisante, qui ait des voix plus graves. Voilà. Donc en fait, tu corresponds au double stéréotype et ça rassure les gens, c'est ça que tu nous dis. C'est ça. Et du coup, alors c'est cool parce que c'est du coup je me double conforme au cliché, donc du coup j'en bénéficie en quelque sorte. Par contre, je vais me prendre un revers de la médaille parce qu'on va me dire ah ouais, t'as vraiment une voix de crooner, t'as une voix à la Barry White. Avant on m'appelait Barry White, à un moment on m'a appelé Sean Paul. J'ai pas du tout la même voix que Sean Paul, mais bon c'est pas grave, c'est un chanteur. T'as vu toi aussi, t'as une voix un peu de chanteur, t'as une voix ça, donc c'est pareil. Kenny Williams. Maintenant le nouveau cliché c'est Damso. Donc par exemple quand je suis arrivé dans mon dernier job, j'ai un collègue qui m'a immédiatement comparé à Damso parce que Damso a une voix relativement profonde aussi, mais en vrai on n'a pas un timbre exactement similaire. Donc voilà, tout ça pour dire que pour le coup le fait d'être un homme, mais le fait d'être un homme noir, ça s'entrecroise et ça crée une double attente. Et donc toujours plus d'une forme de pression, on va dire. C'est super intéressant parce que ça croise aussi non seulement les questions de race et d'imaginaire autour de ça et de stéréotypes, mais aussi des questions de culture et de classe sociale. Parce qu'on a parlé des styles de musique qui sont aussi très clivés socialement, donc avec des attentes très précises, et aussi les attentes par rapport aux voix hyper viriles et hyper féminines, ultra féminines, finalement correspondent à des classes sociales plutôt défavorisées dans la culture française actuelle, par exemple. Tu veux dire que c'est surtout pour les classes populaires qu'on attend d'avoir des voix, une hyper stratification de genre, alors qu'en gros, on s'attend de la part des responsables politiques d'avoir des voix beaucoup plus rapprochées, en gros, des femmes qui vont avoir des voix assez graves et des hommes qui vont pas avoir des voix ultra virils parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer leurs muscles pour asseoir leur pouvoir symbolique. Et finalement, ça donne des dynamiques aussi assez intéressantes parce que la même voix peut être valorisée et attendue quand elle correspond au stéréotype dans un domaine culturel ou social et pas dans un autre. Et ça crée aussi des barrières très fortes. Par exemple, moi je pense, vous me direz ce que vous en pensez, mais Aya Nakamura, par exemple, on lui reproche d'avoir une voix de bonhomme, je cite. D'une certaine manière, Adèle Exarchopoulos, qui est blanche, mais qui a une façon de parler assez populaire. Moi, j'ai beaucoup vu sous ses vidéos, on lui reproche d'avoir une voix de bonhomme. Et par contre, Jeanne Moreau, qui a une voix grave, ça, on va trouver ça hyper sexy, hyper distingué, parce qu'il y a aussi des projections de race, mais aussi de classe sociale. Tout à fait. Parce qu'on peut écouter la voix de Jeanne Moreau ? J'ai découvert, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une quinzaine d'années, que cela avait à voir avec la vanité, avec l'effet qu'on pouvait faire sur les gens, pas faire mauvais effet, plaire, ne pas déplaire et tout ça. Là, je pense que Jeanne Moreau, personne ne va dire qu'elle a une voix de bonhomme parce que ce qu'on va juger, c'est pas juste sa voix, mais justement qui elle est, ce qu'elle va dire, le débit avec lequel elle le dit. Si c'est une autre personne qui a cette voix-là, mais qui va dire autre chose et qui est d'une autre classe sociale, on la jugera complètement différemment. Moi, la voix de Jeanne Moreau, elle me renvoie plutôt à la clope depuis l'âge de je sais pas combien. Enfin, c'est surtout ça que je vois. Je me dis, c'est une personne qui est pas en bonne santé. Tu vois. Mais c'est censé faire partie de son côté. Bien sûr. Justement, ça va avec la clope d'ailleurs. J'ai de la nouvelle vague, vas-y, je vais te parler de Truffaut. Parce qu'en fait, on peut donner ce sentiment juste en craquant sa voix. Là, elle parle en voix craquée. C'est aussi vrai. Pour ça. Oui, c'est quoi la voix craquée? Ce qu'elle vient de faire. Bah, vas-y. C'est une qualité de voix. En fait, ça met les cordes vocales plutôt au repos parce qu'on ne fait aucun effort pour articuler. Et voilà, elle fait ça et c'est codé culturellement. Tu veux dire que c'est pas juste la clope pour le Non, coup. c'est pas juste la clope. On peut mimer la clope quand on est une actrice. D'accord. Notre perception de la voix est donc orientée par le genre des personnes qui parlent, leur classe sociale, mais aussi leur couleur de peau. Alors, précisons tout de suite que contrairement à ce que nous disions pour les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence entre des voix de blanc et de noir qui seraient dues à des différences physiologiques. Les conduits vocaux des personnes blanches, noires ou asiatiques n'ont rien de spécifique. Il n'y a pas de gène racial qui entraînerait une modification de l'appareil phonatoire. Votre voix ne dépend pas de votre couleur de peau, mais du milieu dans lequel vous allez grandir, ce qui est évident par exemple dans le cas des personnes adoptées. Tout dépend de la socialisation et du mélange des groupes sociaux.
Si les groupes sociaux ne se mélangent pas, si la bipartition de la société en classe dominant-dominée rejoint une bipartition racisée-non racisée, oui, les personnes vont adopter des manières de parler et donc des voix spécifiques. T'as dit quoi? C'est stylé? Ouais, c'est stylé le sujet. T'es hyper investi là dans cet épisode-là. C'est ce qui explique les enquêtes qui ont montré que, aux États-Unis notamment, les auditeurs et auditrices différencient assez souvent les voix de personnes blanches et noires, avec des erreurs bien sûr, des noirs de classe sociale aisée ayant été pris pour des blancs et vice-versa. Il s'agit donc bien de socialisation, et les clichés qui veulent qu'une personne noire ne sait pas prononcer les R, clichés abondamment relayés par une BD comme Tintin au Congo, ou le stéréotype du français dit petit nègre, ce sont tout simplement des clichés racistes. Comme le dit la chercheuse Marina Jagiello, il n'y a pas de gosier slave ou latin, européen, asiatique ou africain. Cette socialisation et cette hiérarchisation entre façons de parler de dominants et de dominés, de personnes noires et de personnes blanches, peut entraîner une adaptation de la part des personnes noires qui vont chercher à parler de la même manière que le groupe valorisé, à prendre une voix identifiée comme une voix de blanc, une façon de parler partagée par le groupe dominant, celle des personnes blanches. C'est ce que la chercheuse Suzy Telep a étudié sous le nom de whitissage et qui fait partie d'un phénomène linguistique plus vaste, le code switching, que François nous explique. Tout à fait, le code switching, qui en français s'appelle l'alternance codique, si je dis pas de bêtises, qui est en fait le fait de changer pas seulement de registre de voix, mais aussi de registre de langue, je veux dire, de niveau de langage. Ça peut être à la fois le niveau de langage, mais ça peut être aussi la façon dont on module phonétiquement les syllabes, et puis évidemment la langue tout simplement, quoi. Si par exemple je suis franco-espagnol et que dans ma famille espagnole on parle une sorte de français et puis d'un coup on switch en espagnol, c'est du code switching. On parle pas de la même manière à ses amis qu'on parle à son patron. On a souvent un registre plus relâché, même au niveau de la façon de prononcer, je trouve, quand on est avec ses potes, quand on est à la radio sur Binge Audio par exemple. Ça c'est le code switching, mais il y a là où il prend une dimension vraiment différente, c'est justement dans le cas de personnes racisées. Il y a un podcast justement qui s'appelle Code Switch déjà sur la NPR, qui est un podcast sur la question des identités et de la politique, et qui est donc dont le nom est inspiré de ce phénomène. Et puis il y a un super film qui s'appelle Sorry to Bother You. Ah bah oui, et on va écouter justement un bout de la bande-annonce. Use your white voice. My white voice. I'm not talking about Will Smith's wife, like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. As always, we'll be getting that out to you right away. You're doing so good with the voice thing. Holla, 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 holla! Alors il va prendre une white voice, tu peux nous expliquer ce que c'est? Ce qui se passe dans l'extrait, pour faire le contexte, c'est que Sorry to Bother You, c'est un film qui est sorti il y a 1 an et demi, et qui raconte l'histoire d'un mec noir, donc, qui est incarné par Lakeith Stanfield, et qui en fait travaille comme télémarketeur. Donc il appelle des gens pour leur vendre des produits au téléphone. Et donc il a cet accent afro-américain qui est assez prononcé, qu'on entend dans toutes les chansons de rap classiques. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait un de ses collègues noirs lui dit: écoute mec, si tu veux vraiment percer dans ce métier et vraiment vendre, tu appelles des personnes blanches, il faut que tu parles comme eux en fait. Prends ta white voice, c'est-à-dire fais du code switching, change de registre et parle comme eux. Et comme ça, en fait, les gens vont plus te faire confiance parce qu'ils vont s'identifier à toi. Et comme ça, tu vas faire plus de ventes. Et à partir du moment où le mec prend sa white voice, donc c'est la deuxième voix qu'on entend dans l'extrait sonore, qui en fait est doublé par un autre acteur du coup dans le film. C'est pas du tout Lakeith Stanfield, l'acteur du film, qui parle comme ça. C'est ça qui est marrant, c'est que sa voix est doublée par un comédien blanc dans le film. Et en gros, à partir du moment où le personnage donc prend cette white voice, sa carrière s'envole et là il se retrouve pris dans une sorte de machination politico, économico, racialo, tout ce que vous voulez, qui est un peu rocambolesque, mais c'est un film du coup qui est passionnant et qui parle justement de la façon dont les personnes racisées parfois vont devoir s'adapter pour des questions de survie à un mode de parler majoritaire. Voilà. Le code switching, c'est donc modifier sa façon de parler, s'adapter à une façon de parler dominante quand on a une façon de parler dominée ou quand on s'associe à une façon de parler dominée, même si ça n'a rien à voir avec notre réelle manière de parler, mais que c'est très présent dans nos représentations culturelles. François nous explique ainsi comment, notamment à cause du cinéma, on a pu inventer une voix de noir en France. Dans le Chip, on avait fait un épisode sur la question du doublage des acteurs afro-américains en France, la façon dont on transpose la voix des acteurs afro-américains comme Eddie Murphy, Will Smith en France, et on avait invité Greg Germain, qui a été pendant très longtemps le doubleur officiel de Will Smith dans toutes les traductions françaises des films de Will Smith. Et ce qu'il en ressortait, si tu veux, c'est que en fait les voix
il y avait une sorte de création d'une voix fictive en France qui s'est faite à partir de la fin des années 80, lorsque justement de plus en plus de films du Black Hollywood sont arrivés en France et il a dû falloir justement trouver des acteurs et des comédiens pour doubler ces gens. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait un acteur de voix très connu qui est mort justement très récemment, il est mort l'an dernier je crois, qui s'appelait Med Ondo, et donc qui a été le doubleur de Eddie Murphy. Et donc il a créé cette espèce de voix fictive en se basant sur les intonations de Eddie Murphy. Donc je pense que vous avez toutes entendu cette voix au moins une fois, c'est la voix hey mec, mais comment ça se fait que tu parles comme ça tout le temps? C'est cette espèce de voix qui sort de nulle part en fait, parce que c'est pas codifié. C'est une voix qui est absolument codifiée, c'est une voix qui est fictive, c'est une voix que Medondo a fait juste pour s'adapter au ton très comique de Eddie Murphy, et qui en fait est devenue en quelque sorte la voix des Noirs en France. Ce qui fait que moi en tant que personne noire, j'ai déjà eu plein de fois des gens qui m'ont fait des blagues ou des réflexions en prenant cette voix-là. Sauf que cette voix-là, elle correspond à rien, en fait. Elle correspond à aucune réalité linguistique hors du cinéma. Elle correspond pas à un accent entier. Elle correspond pas à un accent d'aucun pays d'Afrique. Elle correspond à rien, en fait. C'est un outil ultra puissant de création des représentations collectives. Parce qu'il y a plein de gens, vraiment, qui m'ont fait le « Hey mec, tu veux fumer de la ganja ?» Comme ça, mais au premier degré, très, très sérieusement, quoi. Oui, alors que comme tu dis, c'est une voix qui a été plus créée, au fait, pour représenter quelque chose de comique. Ouais. Et finalement, on s'est dit, donc c'est une voix complètement travaillée, et on s'est dit, c'est la voix des Noirs, quoi, et de tous les Noirs, bien sûr. Totalement, ma sœur, c'est tellement ça, t'as bien compris. L'exemple analysé par François montre bien comment on peut, notamment au cinéma, créer une voix qu'on va associer à une couleur de peau, même si elle ne correspond pas à une réalité linguistique. Et on pourrait ici réintégrer la notion de style. Le cinéma a construit un style noir codifié pour le rendre reconnaissable. C'est notamment la chercheuse Gaëlle Plancheneau qui a étudié comment les voix peuvent être ethnicisées au cinéma, comment on construit tout un imaginaire des voix dites de couleur. Ici, il me semble vraiment important d'insister sur un point. Ces stéréotypes autour des voix de couleur ne produisent pas uniquement des effets de domination symbolique, mais des processus de discrimination économique. Par exemple, au cinéma, les voix deviennent commodifiées, comme le dit la chercheuse Gaëlle Plancheneau, c'est-à-dire transformées en marchandises et vendues comme des produits auxquels on attribue une valeur différente. Les comédiennes et comédiens doubleurs noirs dénoncent régulièrement le fait que dans leur métier, on leur dit souvent que les personnes noires ne peuvent doubler que les noirs, alors que les personnes blanches pourraient doubler les blancs et les noirs, et leur voix aurait plus de valeur. On écoute Yasmine Modestine, comédienne et chanteuse, qui est métisse et qui parle de cette expérience via une directrice de casting. Elle s'est donc tournée vers les 2 comédiens noirs et nous a dit, texto, « Je ne sais pas s'il y a des gens comme vous dans le prochain épisode, je ne sais pas s'il y a des gens comme vous dans le prochain épisode, et comme vous avez des voix spéciales, je ne peux pas vous faire doubler les blancs. » Moi, je suis restée sonnée. L'expérience de discrimination que raconte Yasmine Modestine illustre les effets concrets du stéréotype raciste selon lequel les personnes noires auraient une voix marquée, alors que les personnes blanches auraient une tessiture plus large, une voix non marquée, neutre, qui pourrait s'adapter plus facilement. C'est faux, mais ça montre une fois de plus tout ce qui se cache derrière ce qu'on identifie comme standard ou neutre. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça pose des questions de la grande question du neutre, qu'est-ce que c'est que le neutre. Donc pour les voix, ça serait, quand on utilise des catégories racisées, donc blanc et noir, on va dire en fait aux noirs d'apprendre à faire des voix de blanc parce que on va considérer que la voix de blanc est une voix neutre qui passe partout, qui est censée ne porter aucune marque en fait. Toujours la notion de marque. Oui, on retrouve la même chose avec les accents régionaux. On va estimer que l'accent régional de la région parisienne est neutre et donc c'est comme s'il n'existait pas et demander aux autres d'apprendre d'aller je sais pas voir des orthophonistes et modifier leur façon de prononcer. Et c'est pareil avec homme-femme. En fait, on retrouve toujours la hiérarchie, mais la hiérarchie qui est sociale, qui n'est pas acoustique. Évidemment, on a des variantes et les variantes, au lieu d'être symétriques, elles sont hiérarchisées. Donc du coup, on va demander aux gens qui ont la mauvaise variante, celle qui est dans la mauvaise place sur la hiérarchie, d'apprendre la bonne variante, celle qui a la bonne place. Et c'est pareil pour les femmes en politique, par exemple, on va leur demander d'apprendre à parler comme des hommes, donc de baisser leur voix, de faire moins des efforts pour inspirer la confiance. Et par contre, on va dissuader les hommes en politique de moduler leur voix, de prendre justement d'aller vers le contre-alto et des choses comme ça. Donc on va plutôt comment dire
les pousser à se conformer à ça, quoi, si tu voulais dire. On va limiter en fait on va limiter des deux côtés, mais c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'une des deux variantes est la bonne, qu'on va décréter comme neutre, et on va demander à tous les autres de s'adapter. Et il y a des gens qui ont plusieurs voix, ça peut s'apprendre tout à fait, ça peut se travailler. Pour d'autres, c'est plus difficile, ça dépend aussi de l'oreille musicale, etc. Mais on peut aussi se poser la question de ce qu'on fait quand on accepte ce jeu-là. Évidemment, au niveau individuel, si on apprend la voix de blanc ou une voix plus masculine ou un accent moins marqué régionalement, etc., on peut se dire que c'est un avantage et qu'on arrive à s'en sortir individuellement. Mais collectivement, ça ne fait que renforcer le stéréotype et conserver l'association voix féminine, incompétence, voix de noir, incompétence, accent régional, incompétence. Donc, collectivement, on s'en sort pas en faisant ça. Est-ce qu'on peut se réapproprier des voix caricaturées ? C'est compliqué. Il y a des marchés, en fait. Enfin, le cinéma, c'est un marché aussi. Tous les marchés culturels brassent beaucoup d'argent et en fait, il y a la loi du succès. Enfin, c'est très difficile. Il faut que ce soit un mouvement collectif, une prise de conscience collective. Et souvent, quand on regarde un peu l'histoire, c'est pas trop ce qui arrive. Très souvent, c'est plutôt la disparition. On se met collectivement d'accord pour faire disparaître. Bourdieu parlait de destruction de ces moyens de communication. Enfin, tout un groupe qui se met à ne plus transmettre une pratique de prononciation, une pratique d'accent, une pratique de langue régionale. Comme les langues régionales. Exactement, voilà. Qui a été stigmatisée. Et plutôt que d'essayer de se la réapproprier, c'est trop coûteux. Le mouvement qui peut arriver, c'est plutôt de la faire disparaître, non de la détruire collectivement. Il faudrait une sorte de décentrage, en fait. Parce que moi, je trouve que l'arme la plus puissante, en fait, lorsqu'on crée une norme qui se veut neutre, je trouve que son arme la plus puissante, c'est son invisibilité. Je pense que 90% des gens ne se posent pas la question. Ne se posent même pas la question, ne sont même pas au courant, par exemple. Mais nous sommes là pour en parler, pour faire se poser des questions. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas ou peu conscients qu'il y a un français standard, qu'il y a une voix standard, qu'il y a des standards, en fait, et que ces standards ne sont pas du tout standards parce qu'ils sont pas neutres. Et je pense que qu'on n'est pas conscient qu'on s'y conforme aussi. Par exemple, qu'on a travaillé notre voix, que notre voix n'est pas que naturelle, que c'est pas juste c'est comme ça. C'est ça. Donc si en fait on arrivait à décentrer notre regard, notre perspective et pour le coup nos oreilles par rapport à cette façon de parler, on pourrait comprendre qu'en fait il y a plein de normes qui existent de manière parallèle et non pas verticale. Mais est-ce qu'il n'y a pas des domaines où ça peut évoluer ? Parce qu'on parlait du chant, de la musique, toi tu me parlais aussi de chanteurs, de chanteuses dont justement les voix ne correspondent pas à ces stéréotypes de genre. Est-ce que c'est un espace où on peut plus explorer ça, où c'est plus accepté ? Je pense que c'est un espace de liberté. La musique, c'est un espace de liberté pour le faire. Ensuite, ça rentre toujours quand même à la fin de la journée, ça rentre quand même dans certaines cases. Moi, je suis très fan de certains artistes qui font ça. J'aime beaucoup les chanteurs qui chantent en falsetto, comme Justin Timberlake. Je trouve ça toujours très intéressant comme exercice. Ils détournent un peu les attentes genrées qu'on a autour de leur voix. Je t'avais envoyé 2 morceaux, un d'un groupe de pop qui s'appelle Rai, je sais pas si tu connais, Maria, où en fait le chanteur chante tout le temps en falsetto avec une voix très 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 douce. Et comme en fait dans toute son imagerie, dans les clips, etc., les pochettes d'albums, on ne sait pas, on ne voit jamais le chanteur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui chante. Et moi, la première fois que j'ai entendu Rai, j'ai vraiment cru que c'était une femme qui chantait. Et quand on apprend que c'est un homme qui a en fait subverti en quelque sorte nos attentes de genre, on se dit tiens, il y a un truc intéressant. De la même manière, il y a une rappeuse que j'aime beaucoup de la côte ouest des États-Unis qui s'appelle Kamaya. Dès que je fais écouter Kamaya à des amis, les gens pensent que c'est un homme peut-être relativement jeune avec une voix un peu adolescente, mais les gens pensent que c'est un homme parce qu'elle a une voix super masculine. Le problème, c'est que dans ces 2 exemples-là, on a Kamaya qui d'un côté est une rappeuse, donc voilà, le rap c'est quand même une musique où les femmes ont le droit d'être masculines, ont le droit d'être garçons manqués, ont le droit d'être comme ça. Je pense que si Kamaya voulait faire de la variété française, ce serait plus compliqué parce que n'est pas Jeanne Moreau qui veut. Et inversement, Rai, c'est de la pop, c'est aussi un lieu de subversion des codes de genre où voilà la culture camp existe de longue date. On a eu des David Bowie, on a eu plein de gens qui ont subverti les trucs de genre. Donc je pense que même dans la musique où on a de la liberté, c'est pas si simple. Oui, mais en même temps, ça ouvre des voies la musique quand même, parce que le fait qu'on a dans nos représentations collectives l'idée que la musique c'est une performance, qu'on peut travailler sa voix chantée, qu'on peut améliorer, enfin voilà, qu'on peut
vraiment travailler sur sa performance, ça aide, ça ouvre des portes parce qu'on peut se dire après, mais finalement la voix parlée aussi, on peut la travailler. Alors qu'on n'a pas ça encore dans notre culture de se dire que la voix parlée aussi est une performance, qu'on peut apprendre à poser sa voix différemment, etc. Et qu'on peut avoir plusieurs voix, que ça se travaille. Donc peut-être que la musique peut ouvrir des portes. La confrontation aux stéréotypes de genre sur les voix se pose de manière très concrète pour les personnes trans. Aaron Arnold a mené des analyses socio-phonétiques qui montrent que dans les parcours de transition, le travail sur la voix ne se résume pas à un choix binaire. Maria nous en parle. Dans les parcours de transition, il y a de tout. Il y a des gens pour qui le passing est extrêmement important et crucial, pour plein de raisons aussi, parce que c'est socialement très compliqué d'être visible immédiatement comme personne trans, donc ça reste compliqué. Donc parfois le passing est super important et effectivement il y a tout un travail d'apprentissage d'une voix genrée pour correspondre au genre de la personne, et quel que soit le genre premier de socialisation. Et il y a aussi des personnes trans qui travaillent des voix moins genrées, en fait, là aussi pour plein de raisons, il y a vraiment tous les cas de figure. Et donc Aaron Arnold a travaillé là-dessus. Sa thèse était une thèse fondée sur plein d'entretiens avec des personnes trans qui expliquent leur propre parcours, et on se rend compte que tout est possible et que c'est d'une grande diversité, d'une grande variété, d'une grande richesse en fait de situations, et qu'on peut imaginer tous les cas de figure, toutes les combinaisons selon les métiers, selon l'acceptabilité, selon l'entourage des personnes, selon l'âge du parcours de transition. Et alors, une question pour finir, parce que on disait qu'il y a certains domaines, peut-être certains professionnels qui travaillent plus leur voix, mais il y a un domaine où on le travaille tous, toutes et tous, pas forcément consciemment, c'est le domaine de la séduction. Il y a des voix qu'on va associer plus que d'autres à la séduction. Ce qui est connu, c'est la voix de Fanny Ardant, par exemple. Oui, elle écrit comme on pense, elle écrit comme on respire, et elle magnifie des choses très quotidiennes, des choses de l'amour, des choses de la vie, et c'est parce qu'elle a ce talent, ce génie de parler des choses concrètes, pragmatiques de la vie de chacun de nous, mais en le mettant comme une œuvre d'art. Comme une œuvre d'art. Une œuvre d'art. C'est une voix soufflée. Et pourquoi c'est associé à la séduction, une voix soufflée ? Ah bah c'est culturel, je sais pas, je suppose que ça ne marche pas. Parce qu'on l'associe au sexe, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est la respiration. Oui, c'est pour moi c'est ça, on a l'impression qu'elle vient de sauter du lit, cheveux ébouriffés, moi c'est ça que je vois, je pense que ça renvoie à un imaginaire. Ça renvoie à un imaginaire érotisé pour moi. Et il paraît que Aaron Arnold a aussi travaillé sur la voix dans les contextes de séduction, et visiblement tout le monde joue sur sa voix, travaille sa voix. Alors est-ce que vous avez des voix de lover ? Est-ce que vous avez... c'est le moment de nous dire... Il paraît que tout le monde prend une voix un peu plus grave, hein, homme comme femme d'ailleurs, quand on fait une voix de téléphone rose, même pour les femmes, on pense plutôt à quelque chose comme ça, d'accord ? Alors, dites-moi. Je sais pas, Fanny Ardant, c'est une bonne caricature. Ouais, j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, les voix basses sont associées à l'intimité, à la séduction, à la proximité. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on a tous tendance à baisser nos voix dans ce genre de contexte. Mais soyons honnêtes, est-ce que vous êtes déjà rendu compte que vous travaillez sur votre voix, que ça faisait partie des choses qu'on travaille ? Bon, en tout cas, je sais que forcément, je vais faire plus gaffe, surtout moi qui ai un peu une voix de Looney Tunes parfois. Je parle pas dans les aigus des fois comme ça. J'aime bien faire des personnages, des choses comme ça. Donc c'est clair que lorsque je vais parler à quelqu'un que je tente de séduire, je vais faire plus gaffe à la façon dont je module, et en effet je vais essayer d'être plutôt en tonalité basse. Ensuite, comme je disais un peu plus tôt, il y a tout un tas de perceptions de la voix des hommes et de la voix des noirs qui font que par défaut on a tendance à estimer que j'ai justement ce que tu appelles une voix de lover, c'est-à-dire une voix de crooner, de baryton américain. Donc ça sert. Après, il y a aussi des choses très mécaniques. En fait, la voix, on l'ajuste par rapport à la distance, et c'est vraiment très bête. C'est aussi bête que ça. Ah, tu veux dire on est plus près ? Mais oui, bien sûr, quand on parle à quelqu'un qui est plus près, on ajuste sa voix tout simplement parce que il suffit que ça aille jusqu'à son oreille. Donc voilà, quand on s'adresse à une salle... C'est pour ça qu'on susurre, quoi. Exactement. On apprend à parler pour qu'on entende au fond de la salle, et vice-versa, quand c'est quelqu'un qui est vraiment tout près. Et plus c'est près, plus la voix s'adapte. Et voilà, donc il y a aussi du mécanique, hein.
Ah d'accord, donc nous on avait pas beaucoup parlé de socialisation, là toi tu nous reviens sur le mécanique. Non mais si on a une voix de séduction et tout, c'est juste parce qu'on est très très près. Maria, elle veut pas qu'on parle de séduction là. C'est ça. Non, c'est juste parce que vous êtes dans le même lit et donc vous prenez une voix... Mais il y a les deux. Après, il y a du culturel partout, il y a de la socialisation partout, mais il y a l'interaction aussi. On s'était demandé au début de cet épisode ce qui relevait du physiologique dans la voix et ce qui relevait du social. On a pu voir que la voix nue n'existe pas. Comme le dit le chercheur Aaron Arnold, les voix ne sont jamais une simple empreinte de nos appareils phonatoires. Elles sont toujours le résultat conjoint d'une anatomie et de pratiques articulatoires qui sont aussi des pratiques sociales. Aaron a une métaphore que je trouve éclairante. Il compare la voix à un instrument. Le son de l'instrument n'est pas fixe, il dépend de la manière dont on va en jouer. Eh bien, c'est pareil pour la voix. La voix nue n'existe pas. La manière dont on travaille notre voix est sociale, mais la manière dont on perçoit la voix des autres aussi. Les voix sont soumises à des classements, mais aussi à des hiérarchies qui recoupent nos hiérarchies sociales en termes de dominants et de dominés. Et c'est en cela que la voix peut devenir un produit économique et même une arme politique. On l'a déjà un peu dit dans cet épisode, mais j'aimerais souligner le fait que notre culture américano-européenne, pour le dire brièvement, est très binaire quand il s'agit de voix, et notamment de la perception genrée des voix. Notre culture et notre recherche universitaire. La plupart des études phonétiques continuent à parler de voix d'hommes et de voix de femmes, comme si c'était une catégorisation qui allait de soi, alors qu'il y a autant de voix que d'êtres humains. Et une petite anecdote pour finir. J'avais dit que les enfants ont, pendant les premières années de leur vie, le même appareil phonatoire et qu'après, en grandissant, nos voix se différencient pour des raisons et physiologiques et sociales. Eh bien, savez-vous qu'à la fin de nos vies, ces différences s'amenuisent ? La voix des hommes devient globalement plus aiguë, car leurs cordes vocales perdent en masse musculaire, et la voix des femmes devient globalement plus grave suite à la ménopause. Finalement, nos voix se retrouvent. Ah purée, j'ai oublié il faut que je fasse les crédits. J'ai pas mis les crédits à la fin, il faut absolument qu'on les fasse. Voilà, c'était la fin de cet épisode de Parler comme jamais. Parler comme jamais est un podcast produit par Binge Audio. Il est soutenu par la DGLF-LF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Merci à Diane Jean et Camille Régache pour la production. Merci à Mathieu Thévenon pour la prise de son. Merci à Quentin Bresson pour la réalisation qui a ponctué toutes mes prises de parole en disant que c'était trop stylé, donc j'espère que vous aurez le même avis que lui. Et merci à vous toutes et tous pour vos retours, notamment sur Twitter. Je note bien toutes vos idées et je sens que grâce à vous, on va continuer à parler comme jamais.